Bonjour Samuel. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir ici. On a collaboré ensemble sur un événement avec Meta pour parler de l'éducation en ligne, qui est un vrai sujet, et tu vas vraiment nous expliquer avec des outils concrets ce qu'on peut faire en tant que parent. Mais j'ai toujours cette première question quand j'interviewe des professionnels de la santé mentale, c'est pourquoi tu as voulu devenir psychologue? Ça vient d'où? Ah, c'est une bonne question. J'ai voulu devenir psychologue parce que je trouve que c'est un métier d'abord dans lequel on peut évoluer énormément en cours de carrière. Et j'avais compris ça très jeune, c'est que le monde du travail peut être très ennuyeux si on fait toujours la même chose. Or, le travail de psychologue, il est extrêmement divers. On peut travailler avec des enfants, on peut travailler avec des personnes âgées, on peut travailler dans le milieu médical, dans le milieu de l'industrie, dans le milieu du jouet. Et je trouvais que c'était un des rares métiers, en tout cas à l'époque où j'ai choisi ce métier, qui permettait de ne pas s'ennuyer et d'avoir de multiples vies professionnelles, et c'est le cas, et je confirme que ça a été ce que j'ai vécu depuis le début de ma carrière, depuis 20 ans. Et puis peut-être aussi l'intérêt pour l'autre aussi, de comprendre comment l'être humain fonctionne. Peut-être qu'à l'époque j'avais besoin aussi moi-même de mieux comprendre. Alors j'ai fait un travail sur moi, donc maintenant je suis au clair, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être cet attrait de se dire comment est-ce qu'on peut aider l'autre, l'aider à comprendre ce qu'il est, l'aider à être plus libre peut-être vis-à-vis de lui-même, de le sortir peut-être des carcans dans lesquels il est un peu enfermé. Et puis après, le hasard des rencontres, les stages, etc. m'ont confirmé dans cette idée. Et voilà, je suis donc aujourd'hui psychologue de l'enfant et de l'adolescent. Alors, justement, tu disais que dans ton métier, on peut autant être psychologue des patients avec des maladies très graves ou du travail. Toi, tu t'es focalisé sur les enfants et les adolescents. Exactement. Pourquoi ? Alors parce qu'à l'époque, quand j'ai choisi aussi d'être psychologue, je travaillais beaucoup avec les enfants dans le cadre de colonies de vacances, d'accueil collectif de mineurs, comme on dit aujourd'hui. Et je trouvais que c'était passionnant de travailler avec les enfants qui allaient bien, globalement. J'avais des enfants qui allaient plutôt bien. Mais je m'intéressais aussi à ceux qui, parfois dans le groupe, allaient moins bien, étaient les plus en difficulté, ceux qu'on entendait le moins ou qui avaient des comportements qui étaient peut-être un peu plus perturbateurs. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais un intérêt pour essayer d'abord de les aider, de comprendre ce qui se passait. Et c'est vrai que je me suis appuyé sur l'expérience d'animateur et de directeur de centre de vacances que j'avais pu avoir, parce que je me suis dit, j'ai déjà une connaissance de comment l'enfant doit aller bien, comment il se comporte dans un groupe de manière apaisée, paisible, etc. Et peut-être que je peux utiliser cette compétence pour pouvoir la mettre aussi au service d'une pratique, celle destinée aux enfants qui vont un peu moins bien, et voilà, ça s'est fait comme ça, et c'est vrai que le travail avec les enfants m'enthousiasme, parce que c'est vrai que c'est des adultes en devenir, c'est des jeunes, je ne sais pas, avec lesquels j'ai peut-être plus de naturel à travailler qu'avec des adultes. Je travaille aussi avec des adultes, bien sûr, mais qui sont d'ailleurs des anciens enfants. Donc, de toute façon, on rejoint toujours de près ou de loin la psychologie de l'enfant. Mais voilà, c'est vrai que le travail de protection de l'enfance m'intéresse, et je dirais que maintenant que je suis devenu adulte, je trouve qu'il y a encore énormément de travail à faire, notamment sur le numérique, on va en parler. Et donc, il y a 20 ans, je me suis dit, j'ai envie de faire ma route dans ce chemin. Et du coup, tu t'es intéressé quand à l'éducation numérique? Parce que 20 ans, oui, il y a du numérique depuis 20 ans, mais clairement, la place qu'a pris le numérique dans nos vies, ça fait pas 20 ans. Oui. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui... tout de suite, dès le début de l'informatique, on ne parlait pas encore évidemment de numérique et de réseaux sociaux, m'ont mis un ordinateur entre les mains, et ça m'a tout de suite passionné. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses à faire. J'avais vraiment une attirance pour ça. Et je suis devenu ensuite psychologue, et après c'est vraiment le hasard des rencontres. J'ai croisé la route de l'association e-enfance, dont je suis aujourd'hui le directeur général adjoint, et à une époque où, donc c'était il y a 8-9 ans maintenant, à une époque où quand même les réseaux sociaux, les jeux vidéo et toutes les problématiques numériques dont on entend parler beaucoup aujourd'hui étaient quand même bien présents dans la vie, et les problématiques familiales, dans le débat public, etc. Et je me suis dit, peut-être que en fait, ce travail va relier mes deux passions, entre guillemets, à la fois mon travail de psychologue et puis cet attrait pour la technologie. Voilà. Et donc, 8 ans après, je suis toujours dans cette association, et on travaille justement pour accompagner ces jeunes dans un espace qui est souvent méconnu, dans lequel les parents ne sont pas toujours suffisamment impliqués, et du coup dans lequel ils ne peuvent pas suffisamment aussi protéger leurs enfants. C'est vrai que
la vie numérique, elle est centrale aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je connais aucun adulte qui n'a pas un téléphone, qui n'est pas connecté de quelque manière que ce soit. Où il y en a évidemment, mais ça reste marginal. Et pourtant, on n'a jamais reçu d'éducation autour de ce sujet-là. On nous a laissé nous naviguer, nous débrouiller, adultes ou enfants d'ailleurs. Comment ça se fait ? Alors, pour moi, il y a plusieurs réponses plutôt à cette question. D'abord parce que ça va très vite. Je pense qu'on ne se rend pas compte quand on est un adulte de l'évolution technologique que l'on met dans les mains des enfants. On a soi-même, en tant qu'adulte, déjà du mal à comprendre comment tout cela fonctionne. Tous les jours, on est amené à aider un collègue ou un membre de sa famille pour essayer d'envoyer une pièce jointe parce que ça ne marche pas, etc. Donc, il y a quand même une complexité, il faut le reconnaître, même si les outils sont globalement assez intuitifs, mais il faut quand même une certaine dextérité pour les utiliser. Je pense qu'après aussi... on sous-estime considérablement les risques, les dangers auxquels les enfants sont exposés. On considère que sous prétexte que c'est vrai qu'ils ont une espèce de naturel à utiliser ces outils. Vous mettez un écran entre les mains d'un enfant même très jeune et on peut être assez stupéfait de se rendre compte que voilà, il va cliquer sur tous les boutons et ça va être hyper évident pour lui, alors que pour un adulte, ça l'est pas forcément autant. Et donc je pense que face à ce naturel, on oublie que il y a autre chose que uniquement de savoir appuyer sur un bouton qu'il faut savoir saisir quand on utilise un écran. C'est aussi de se rendre compte que derrière un écran, il y a un être humain, que le consentement est quelque chose qu'il faut respecter, que quand on envoie un message qui peut nous sembler drôle, celui qui va le recevoir peut le recevoir avec beaucoup de violence. Et c'est là où les adultes ont besoin d'être davantage présents dans la sphère numérique, parce que ça ne s'apprend pas spontanément. C'est vraiment l'accompagnement des adultes qui va permettre aux enfants de pouvoir faire en sorte que ces outils numériques soient bien utilisés. Mais c'est vrai que ce que tu dis là, c'est vrai que c'est aberrant ce qu'on fait, de donner un outil numérique à un enfant sans l'accompagnement nécessaire. C'est un peu comme si je donnais les clés de ma voiture à un enfant de 8 ans et que je lui disais, à partir du moment où tu es équipé, tu deviens, d'un claquement de doigts, spontanément capable d'utiliser cette voiture et tu peux aller sur l'autoroute, conduire à côté d'autres véhicules, etc. Évidemment, ce serait complètement aberrant. On se dirait, mais c'est pas possible. D'abord, c'est pas le bon âge. Et c'est vrai que pour le numérique, on peut peut-être se poser la question, à quel âge on doit donner un écran à un enfant ? Et puis, comme n'importe quel outil, alors je parle d'une voiture, mais je pourrais dire aussi la même chose avec un marteau. On ne donne pas un marteau à n'importe quel enfant, à n'importe quel âge. Et même si on donne un marteau, on va expliquer comment l'utiliser. On ne va pas le confier tout le temps à un enfant. On va peut-être se dire, voilà, il y a des moments où on peut l'utiliser pour bricoler avec ses parents, puis il y a d'autres moments, on le laisse dans la caisse à outils parce que ça peut être aussi une arme par destination et j'ai besoin de te protéger. Donc ce bon sens, je dirais, pour les marteaux et pour les voitures, il faudrait aussi qu'on l'ait pour les écrans, parce qu'il faut le dire, les écrans, ça peut faire du mal, ça peut tuer, ça peut faire du mal aux autres, ça peut aussi produire des difficultés pour soi-même, pour son bien-être. On parle beaucoup du mal-être des adolescents et je pense que les écrans ont une part de responsabilité dans ce mal-être. Et comment t'expliques du coup que nous, notre génération de parents plus âgés aussi, on n'ait pas vu ces dangers-là ? Alors, d'abord parce que je crois qu'on regarde les usages numériques des enfants avec nos yeux d'adultes et qu'on considère que les bons réflexes, les bonnes manières de fonctionner que nous avons, nous, parce que nous sommes adultes, encore une fois, et qu'on a un peu de recul vis-à-vis de ces risques, parce qu'on a un peu de bon sens, parce qu'on sait à peu près se débrouiller, les enfants vont en faire le même usage et vont être capables aussi de prendre un petit peu de distance vis-à-vis de ce qu'ils font. C'est pas possible. Un enfant, c'est pas un adulte c'est pas un enfant, et il faut pouvoir l'accompagner. Je pense qu'après aussi, les adultes ne s'intéressent pas suffisamment à ce que font les enfants sur les écrans. Donc en fait, il y a une méconnaissance. Les adultes croisent les doigts en se disant j'espère que tout va bien, et les enfants se disent j'espère qu'ils ne se doutent de rien, parce que eux, les enfants, ils savent très bien qu'il se passe des choses et il vaudrait mieux pas que les adultes soient au courant, parce que la pire sanction pour un enfant aujourd'hui, c'est d'être privé de son écran, privation qui permet aussi de le mettre sous protection, mais c'est une privation qui est insupportable pour un enfant parce que l'enfant a besoin d'utiliser son écran. Et donc je pense que peut-être la première des choses à faire, c'est prendre le temps de regarder ce que fait l'enfant, prendre le temps de l'écouter commenter ce qu'il fait, quels sont par exemple
exemple, ses stratégies quand il est face à un problème, quand il est face à un message un peu agressif, comment il va se débrouiller pour faire en sorte d'être respecté, de chercher de l'aide, est-ce qu'il sait vers qui se tourner pour aller trouver cette aide. Tout ça, c'est des choses dont on devrait davantage parler. Parce que, encore une fois, c'est pas spontané et parce que sinon, si on ne le fait pas, on va se retrouver avec deux mondes, le monde physique des adultes et le monde numérique des enfants, dans lequel il y aura les lois des enfants, le fonctionnement des enfants et où les adultes n'auront pas leur place, où peut-être les lois de la société aussi, les valeurs de la République n'auront pas leur place non plus, et c'est pas possible. Le numérique, c'est un espace de vie comme n'importe quel autre espace de vie. Les enfants vont à l'école, les enfants vont au club de foot, vont à l'anniversaire de la petite copine. Ce que je viens de citer, c'est des endroits dont on s'intéresse. Les parents vont toujours dire le soir, alors, comment ça s'est passé à l'école? Est-ce que tu as gagné à ton match de foot? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as marqué des buts, etc. Bon, des questions très naturelles pour un parent, et les enfants alors répondent ou répondent pas, mais en tout cas savent qu'il y a une préoccupation pour les parents et ça leur semble assez normal qu'on leur pose les questions. Par contre, un parent qui dirait « Est-ce que tout va bien sur Snapchat en ce moment ? Est-ce que sur FIFA, tu as rencontré des difficultés ? Est-ce que sur Internet, tu as rencontré un site Internet sur lequel il y a eu des pop-up qui t'ont envoyé des messages étranges ? Est-ce que tu as été sollicité sur WhatsApp par quelqu'un que tu ne connaissais pas ? » Des choses qui, à mon sens, devraient être des questions naturelles à poser aux enfants, parce que ce que je viens de citer, c'est des risques auxquels les enfants peuvent être confrontés, et malheureusement, c'est pas des questions que l'on a l'habitude d'entendre dans les familles. Or, c'est un sujet comme un autre, et il faudrait qu'on s'y intéresse comme un sujet banal, en fin de compte, comme tous les autres sujets. C'est vrai que quand on a fait cette conférence ensemble, c'est une des choses qui m'a le plus marqué que tu avais dites, de dire on pose des questions à nos enfants pour s'intéresser à leur bien-être et on ne le fait jamais sur la vie numérique, comme si c'était un petit peu un placard où on ne veut pas regarder ce qu'il y a dedans parce que ça nous fait peur aussi à nos parents. Oui, et puis, bon, mais comme tu dis, on croise les doigts et on verra bien ce qui s'y passe. Mais c'est là où est le danger. Exactement, parce que si les enfants, les adolescents ne regardent pas les adultes comme étant des interlocuteurs sur ce sujet, des interlocuteurs comme, encore une fois, n'importe quel autre sujet, le jour où il va se passer quelque chose, ils ne seront pas préparés à se dire « c'est vers l'adulte que je dois me tourner ». C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez désolant quand on écoute les mineurs aujourd'hui parler, pas la totalité, mais quand même une grande proportion, de se rendre compte que les adultes ne sont plus considérés comme les personnes capables de les aider. Et l'école, en particulier, est souvent citée comme un lieu dans lequel les enfants ne se sentent pas suffisamment sécurisés, et en tout cas pas suffisamment aidés quand ils vont demander de l'aide, et les adultes en général aussi. Et c'est là, je trouve, où on est défaillant en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant que professionnel, c'est qu'il faut réinstaurer cette capacité à pouvoir dire aux enfants, si tu as un problème, je suis là pour t'aider, je vais me débrouiller. Le problème du numérique, c'est que quand les enfants vont chercher de l'aide, la réponse qu'il leur est faite, c'est « alors là, moi, le cyberharcèlement, Snapchat, TikTok, les jeux vidéo, j'y connais rien, essaie de te débrouiller par toi-même ». Et c'est vrai que quand ils osent, quand ils ont le courage d'aller chercher de l'aide, c'est vrai qu'il y a une espèce de non-réception de cette demande, de cette problématique, et les enfants ne vont pas aller chercher plus loin, donc ils vont se débrouiller ou ils vont supporter parfois des situations qui sont extrêmement compliquées. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste des réseaux sociaux ou des jeux vidéo pour aider son enfant. C'est un peu le même principe. J'utilise toujours cette métaphore. Quand vous allez le samedi après-midi regarder votre enfant jouer sur le terrain de foot, vous êtes capable, quand vous regardez votre jeune jouer, dire si, je sais pas, il a respecté l'arbitre, s'il a été suffisamment collectif avec son équipe, est-ce qu'il a été respectueux de l'équipe adverse. Enfin, en tant qu'adulte, n'importe qui est capable d'évaluer ça, sans avoir même été capable de jouer soi-même au foot plus jeune, sans connaître peut-être même les règles du foot. Enfin, on a une espèce de bon sens et on est capable de pouvoir porter un jugement sur une situation, même si on n'est pas technicien du football. On est capable de dire, voilà, là, il y a eu un abus, etc. Et ben, dans la sphère numérique, on devrait pouvoir aussi se positionner en tant qu'adulte et se dire, c'est vrai que ce que tu me montres là, ça me dérange. Le message là, il me met mal à l'aise. J'ai l'impression que c'est peut-être un adulte qui te sollicite. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et après, charge à l'adulte d'aller trouver lui-même de l'aide pour pouvoir transmettre cette information, parce que les adultes aussi ont besoin d'être aidés. On parlera certainement du 30-18 qui peut être justement un interlocuteur pour les parents pour pouvoir leur dire
on est là aussi pour pouvoir vous accompagner dans cette question qui est quand même difficile de la parentalité numérique. C'est des choses qui... On n'a pas 50 ans de recul pour pouvoir se dire, il y a 50 ans, Snapchat... Non, il y a 50 ans, ça n'existait pas. Et donc, c'est une des difficultés du numérique, c'est qu'on apprend en marchant. On essaie de faire au mieux avec des outils qui, en plus, sont développés avec une certaine intentionnalité, mais qui sont souvent détournés de leur usage premier. Et donc, il faut aussi s'accommoder de ce que font les jeunes avec ces outils. On parlera certainement de l'intelligence artificielle. C'est formidable, l'intelligence artificielle, pour pouvoir créer des belles images, pour pouvoir créer des textes, etc. Mais si c'est utilisé pour harceler son camarade, c'est là où on est un petit peu en questionnement. Alors si on reprend les bases, parce que tu dis enfants, adolescents, toi tu es confronté dans ton cabinet à des enfants qui ont quel âge, qui sont déjà sur les réseaux sociaux? Alors... Ça me paraît fou de dire enfants et réseaux sociaux. Oui, et malheureusement, il faut dire enfants et réseaux sociaux parce que c'est la réalité. Alors, moi, mon cabinet, je vois des enfants qui commencent à utiliser Internet autour de 8-9 ans. Mais à l'association e-enfance, dans laquelle je travaille, on a pu montrer il y a quelques mois que 67% des enfants de 6 à 10 ans sont utilisateurs des réseaux sociaux. Ça veut dire que dès la fin de l'école maternelle, si on devait dire les choses, je vois ton visage effondré. 67% 67%, c'est représentatif de la population française. Donc, entre 6 et 10 ans, on a 67% des enfants qui sont inscrits sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quand on va dans une école primaire, il y en a la moitié qui sont sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, sur WhatsApp aussi, qui peut être considéré comme un réseau social pour les tout petits, même si c'est une messagerie instantanée. Mais oui, les enfants sont très confrontés. Mais ça veut dire qu'ils ont un téléphone ou c'est sur le téléphone des parents? Alors, ça peut être les deux. Ça peut être le téléphone du parent qu'on aura confié à l'enfant quand on est dans une salle d'attente de médecin, par exemple, c'est un petit peu long au restaurant, et puis on va pas se rendre compte que en fait l'enfant il va encore une fois de manière très intuitive se débrouiller et aller peut-être consulter des contenus inadaptés ou aller sur le réseau social dans lequel il aura peut-être réussi à s'inscrire sans que les parents soient au courant, ou parfois avec la complicité des parents qui ne se rendent là aussi pas suffisamment compte du risque qu'ils font prendre à leur enfant. Donc c'est des enfants qui sont très tôt équipés de manière parfois autonome, donc ils peuvent se débrouiller tout seuls sur les écrans. Et puis des enfants très utilisateurs. On commence aussi à voir les conséquences puisque le 3018, donc ce service téléphonique qui est opéré par l'association e-enfance, qui permet justement à la fois aux parents et aux jeunes de pouvoir trouver de l'aide en cas de violence numérique et de harcèlement. Et bien sur ce service, depuis, je dirais, 2-3 ans, on commence à avoir des enfants de 7-8 ans qui nous appellent en nous disant, voilà, je suis harcelé, mes parents sont au courant, ou peut-être ils ne le sont pas parce que je me suis inscrit sans leur autorisation, et je voudrais votre aide parce que ça devient vraiment difficile, ça devient vraiment très attaquant pour moi. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Il y a encore quelques années, on aurait pu se dire les premiers appels sont émis de jeunes qui ont 12-13 ans au début du collège. Et là, aujourd'hui, à 7 ans, on prend son téléphone et on appelle au secours. Ah oui, tu m'aurais dit 12-13 ans, j'aurais trouvé que c'était un âge raisonnable, avec des guillemets. Pour être confronté à ça, parce que j'ai eu 12 ans en 2000 et j'ai eu un téléphone, mais qui pouvait envoyer juste des textos à mes parents pour dire où j'étais. Donc ça me paraît pas aberrant qu'un enfant de 12 ans ait un téléphone entre les mains, mais comme tu me dis qu'il y a des enfants de 6 ans qui ont déjà accès à des outils numériques de cette particularité-là. Le taux d'équipement en France, dans beaucoup d'études, on le voit, c'est à peu près entre 9 et 10 ans. On voit que des enfants commencent à avoir leur propre matériel à partir de 9-10 ans. Ça ne veut pas dire qu'avant, ils n'aient pas déjà accès à un écran. Et puis, ce dont on se rend compte, c'est que les études, elles ont tendance à avoir des jeunes qui sont de plus en plus jeunes à avoir accès à ces écrans. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel âge on va aller, mais c'est vrai qu'on peut se questionner d'avoir des jeunes qui ont accès à ces écrans. Et alors, je pense qu'il y a une double problématique. C'est d'abord, c'est très tôt, et puis c'est surtout jamais accompagné. Et c'est ça le grand problème, c'est que, je ne vais pas répéter ce qu'on se disait au début du podcast, mais il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire que qu'on ait 12 ans, qu'on ait 8 ans, qu'on ait 18 ans, la présence des parents est souvent à peu près la même. Or, un enfant de 8 ans et un jeune de 18 ans, c'est pas tout à fait et bien évidemment la même chose. Et donc, il y a tout un travail, je crois, vraiment de retrouvailles, je dirais, entre parents et enfants sur cette sphère numérique. Pas pour dire il y a que des dangers et tout va mal, parce que c'est aussi ça qu'il faut peut-être dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que tous les enfants ne font pas n'importe quoi sur
sur les écrans. Heureusement, il y a un travail de prévention en France qui est fait par les écoles, le milieu sportif aussi aujourd'hui se positionne davantage, l'association e-enfance prend aussi une part de responsabilité dans cette prévention. Et il est vrai que depuis quelques années, on se rend compte que les jeunes sont moins naïfs, tombent moins dans les pièges, sont un petit peu plus critiques vis-à-vis de ce qu'ils font et on peut s'en réjouir. Et donc, on est quand même devant des générations qui sont un peu plus capables de se protéger par eux-mêmes. Et tant mieux. Pour autant, même si... il y a peut-être un petit peu moins de danger ou que les dangers évoluent, il reste quand même des jeunes qui se mettent en difficulté et avec lesquels on a besoin quand même de transmettre encore des messages de sécurisation de leurs usages et d'autant plus que la sphère numérique, c'est une sphère très dynamique. Les usages d'il y a 5-6 mois sont certainement plus les mêmes qu'aujourd'hui. Exactement. L'intelligence artificielle change les choses. Il y a plein de phénomènes de mode, il y a plein de nouveaux outils et tout ça fait aussi qu'on doit en permanence faire évoluer nos messages de prévention parce que sinon, on passe à côté de pas mal de problématiques. Toi qui voulais pas de routine dans ton métier, là, oui, là c'est très varié, exactement. Qui est en mouvance permanente. Si tu devais donner des directives à des parents là, qui nous écoutent, qui ont des enfants qui approchent les 8-9 ans et qui prennent la pression des enfants, puisque moi, clairement, ma fille qui a 8 ans, elle me demande « Maman, moi, quand est-ce que j'aurai un téléphone ?» Qu'est-ce que tu dirais à ces parents? Qu'est-ce qu'il faut faire, savoir, avant de leur donner un outil numérique de cette ampleur? Alors, la première chose, c'est de mettre du cadre. Parce qu'avant même d'avoir allumé l'écran, il faut peut-être discuter avec l'enfant de à quel moment tu vas utiliser l'écran. Parce que là, on parle beaucoup des contenus, évidemment, de ce qu'ils vont faire, mais il y a aussi quand même une grosse problématique dans les familles, c'est combien de temps tu vas utiliser cet écran. Voilà. Et donc, à 8-9 ans, il y a peut-être un temps raisonnable à décider. Le mieux, c'est de le décider avec l'enfant, comme ça ne lui est pas imposé. C'est une espèce de co-construction, c'est toujours mieux de le faire comme ça. Mais en tout cas, si l'enfant n'est pas capable, c'est à l'adulte de décider et c'est à l'adulte de maintenir ce cadre. Alors souvent, la question qui nous est posée, c'est donc à 8-9 ans, combien de temps par jour on peut laisser un écran dans les mains d'un enfant? Je réponds toujours à cette question, je n'en sais rien, parce que ça dépend de l'enfant, ça dépend de la famille, et surtout ça dépend de ce qu'il va faire avec cet écran. C'est pas la même chose de faire 2 heures d'écran pendant lequel on va jouer à des jeux, alors certes divertissants, mais qui n'apportent pas forcément grand-chose au développement de l'enfant, à la différence de 2 heures de contenu où on va découvrir un documentaire qui va être utile pour l'enfant, ou qu'on va apprendre à dessiner ou apprendre à parler anglais, peu importe. Donc il y a déjà cette question de pourquoi on va utiliser l'écran, combien de temps on va utiliser l'écran et à quel moment on va utiliser l'écran. Donc par exemple, de mettre quelques règles, pas le matin quand je me lève par exemple, donc c'est pas un écran qui sert de réveil, pas avant de se coucher, pas pendant qu'on est en train de manger, pas pendant qu'on est en train de faire des courses par exemple et qu'on se balade en famille, non, il y a des endroits un peu à sanctuariser et c'est des endroits sans écran. Donc déjà, c'est la première des choses de mettre ce cadre et de valider que l'enfant est d'accord pour que l'écran soit utilisé dans des moments comme ça bien précis. Il faut aussi parler, je pense aussi des émotions, parce que souvent l'écran il est utilisé comme une espèce de défouloir. Quand l'enfant est énervé, on va donner l'écran et puis il va se calmer. Non, l'écran c'est pas un endroit où on va décharger sa colère, où on va faire en sorte de trouver du réconfort quand on est un petit peu triste. Il faut vraiment privilégier le côté utile de l'écran et pas un endroit où on va pouvoir réguler ses émotions, parce que sinon ça donne un rapport à l'écran qui est un peu compliqué, qui peut être un peu biaisé et difficile après à manœuvrer. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va allumer l'écran. On va montrer à l'enfant comment s'en servir. Alors en général, il faut pas trop longtemps parce que les enfants tapent assez vite sur les boutons. Tout est fait pour que de toute façon ce soit très simple et tant mieux. Au moins ça nous fait gagner du temps. La question, ça va être après, et ça c'est valable à tous les âges, mais en particulier quand on commence. L'objectif, c'est de développer l'esprit critique de l'enfant, de faire en sorte que quand il regarde un contenu quel qu'il soit, que ce soit une vidéo sur YouTube, que ce soit un message ou une photo ou une vidéo sur un réseau social, que ce soit un échange sur un jeu vidéo, qu'il ait toujours un peu de recul pour se dire est-ce que ce qui se passe là est normal pour moi, normal pour les autres? Si je suis témoin, est-ce que j'ai pas quelque chose à faire peut-être pour protéger la personne qui est victime d'un message? Donc est-ce que ce que je vois là est adapté? Et si oui, très bien. Et sinon, qu'est-ce que je dois
dois faire ? Et ce qu'est-ce que je dois faire, souvent, il n'y a pas beaucoup de réponses parce que les enfants sont très en difficulté de savoir quoi faire parce que tout simplement, encore une fois, on ne leur a pas appris. Donc le quoi faire, déjà, c'est aider l'enfant à identifier les personnes de confiance vers lesquelles il va pouvoir se tourner quand il est en difficulté sur Internet. Donc c'est souvent les parents, ça peut être la maîtresse, le grand frère, peu importe. Moi, je conseille toujours aux enfants de réfléchir aux personnes de confiance et d'y réfléchir au pluriel. Parce que si on n'en a qu'une et que cette personne n'est pas disponible ou qu'elle n'a pas su nous aider, eh ben les enfants ils vont pas chercher plus loin. Donc c'est déjà quelles sont les personnes qui peuvent nous aider, quels sont les critères qu'on va se donner pour estimer que ce sont des personnes de confiance. Et puis, une fois que ces personnes de confiance ont été identifiées, c'est de se mettre d'accord sur le fait que s'il se passe quelque chose sur Internet, tu dois m'en parler. Alors, on n'a pas parlé de beaucoup de pornographie, mais souvent, à 8-9 ans, c'est les premières problématiques auxquelles on va être confronté. Le cyberharcèlement peut être une problématique, mais il faut quand même un peu d'usage numérique pour commencer à se faire harceler. Mais souvent, ce sont des contenus, alors à la fois les contenus violents et les contenus pornographiques qui sont vraiment les premières problématiques auxquelles les jeunes de 8-9 ans vont être confrontés. Je pense que le message à transmettre aux jeunes, c'est de dire d'abord que sur Internet, qu'on le veuille ou non, il y a de la pornographie, il y a de la sexualité et que on peut mettre des logiciels de contrôle parentaux qui vont évidemment nous aider à filtrer ces contenus, mais même avec ça, malheureusement, on peut quand même être confronté à de la sexualité et on sera d'accord pour se dire qu'à 8-9 ans, regarder de la pornographie, c'est pas la meilleure des choses à faire. En plus, il faut le dire aussi, c'est interdit. Je parlais de rappeler du cadre. C'est interdit et c'est pas interdit par hasard, c'est interdit parce que tu n'es pas prêt psychiquement à accueillir en fait la violence de ces images. C'est des images qui sont faites pour les adultes et pas pour les mineurs. Donc, la pornographie est un bon exemple pour dire, voilà, s'il t'arrive de regarder des images pornographiques, donc on peut décrire, je pense qu'il faut expliquer, parce que si on n'explique pas ce que c'est que la pornographie à des enfants de 8-9 ans qui sont seuls devant un écran, le risque c'est qu'ils soient confrontés, qu'ils ne sachent pas quoi faire, qu'ils ne sachent même pas identifier que c'est de la pornographie. Donc on peut le dire avec des mots très simples, la pornographie, c'est quand on a des adultes qui sont tout nus, qui se font des petits bisous, qui se touchent, qui ont des positions parfois un petit peu étranges. Chacun le dira évidemment avec à sa façon, selon ce qu'on a déjà peut-être décrit de la sexualité dans sa famille. En tout cas, c'est des rapports charnels, c'est des contacts et encore une fois, c'est des contenus qui sont faits pour exciter les adultes, qui sont pas faits pour les enfants, qui sont pas là pour enseigner aux enfants ce que c'est que la sexualité. Et donc, si tu es confronté à ces images, viens me voir. Je ne te gronderai pas. Je pense que c'est important de le dire parce que souvent, c'est de ça dont ont peur les enfants et du coup, ils n'en parlent pas parce qu'ils ont peur que les parents coupent l'accès à Internet et soient privés. Et je t'expliquerai ce qu'il faut faire et peut-être on le fera ensemble. On apprendra à fermer la fenêtre, ce qui n'est pas toujours évident. Vous avez des fois des pop-up qui sont difficiles à fermer et donc il faut parfois l'aide d'un adulte. C'est courageux d'aller chercher un adulte dans ces cas-là pour dire là, j'ai besoin d'aide parce que je suis un peu autonome sur les écrans, mais là, ça dépasse un peu mes compétences. Alors juste, attends, ça voudrait dire que ça peut arriver quand un enfant est en train de regarder un documentaire sur les dauphins, exactement. Un truc très innocent, mais les contenus sur Internet sont faits pour amener des images violentes ou problématiques. Tout à fait. Les algorithmes peuvent malheureusement dévier l'enfant vers des choses qu'il n'aura pas forcément choisies. Et alors, je vais donner c'est aussi... pour faire la notion que ce n'est pas forcément l'enfant qui a été chercher ce contenu-là. Et alors, je vais faire un deuxième exemple qui, je pense, va parler peut-être à un certain nombre de personnes qui nous écoutent. Si les adultes qui donnent leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur à leurs enfants consultent eux-mêmes des images pornographiques ou des images violentes. L'ordinateur, il se souvient que ça intéresse l'adulte qui est normalement le principal utilisateur de cet écran. Quand l'enfant va derrière chercher du contenu, l'historique de l'ordinateur va spontanément, beaucoup plus facilement proposer ces contenus parce qu'il y a une mémoire en fait. Et donc si on n'a pas vidé l'historique de l'ordinateur, l'ordinateur, lui, il a envie de satisfaire son utilisateur. Il pense que c'est un adulte, il ne sait pas que c'est un enfant parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de pouvoir évaluer l'âge de l'utilisateur devant l'écran. Et du coup, l'enfant va aller cliquer sans vraiment se rendre compte de ce qui est proposé par l'ordinateur. Et c'est souvent, sans le vouloir, les adultes qui vont, d'une certaine manière, inviter l'enfant à aller cliquer sur ces contenus. Et donc, ça peut être ça aussi, la porte d'entrée, avec évidemment, parfois, la compréhension pour les enfants que, peut-être leurs parents aussi regardent ce genre de choses et c'est compliqué d'aller en parler. Voilà. Donc, on est quand même, encore une fois, et
Et peut-être, je vois ta réaction, et peut-être tant mieux, parce que ça montre bien qu'il faut vraiment accompagner l'enfant. Et c'est peut-être ça la conclusion de ma réponse, c'est dans les premiers temps, il faut rester à côté de l'enfant. On peut pas, quand on apprend un enfant à faire du vélo, on se tient derrière lui et on va pas lui lâcher la main ou on le tient par la peau du dos voilà, dans un premier temps pour voilà, et c'est normal, on assure sa sécurité. Dans les écrans ça devrait être la même chose, et on devrait pouvoir lâcher la main, lâcher l'écran et laisser l'enfant seul avec lui uniquement quand on est certain qu'il a la base pour se protéger lui-même, protéger les autres, respecter la loi et surtout aller chercher de l'aide, aller chercher du secours quand il en a besoin. Tu vas me dire, je trouve que ce qui est compliqué, c'est de protéger nos enfants et en même temps de leur apprendre que ça peut être un espace formidable pour ou sociabiliser ou apprendre des choses. Tu vois, moi, mes filles n'ont pas accès à mes écrans, c'est-à-dire que j'ai un code, elles ne le connaissent pas. Je refuse qu'elles connaissent mon code, parce que je veux pas qu'elles puissent tomber sur du contenu sans que je sois là. Donc c'est un peu de la friction avec ma grande, parce qu'elle a envie et je comprends. Et en même temps, j'ai envie de l'éduquer et en même temps, j'ai envie de la protéger. Et je trouve que c'est très dur de pas lui faire voir comme quelque chose d'horrible et d'affreux, puisque c'est aussi mon métier. Tu vois, là, moi, c'est encore un autre cas particulier. Comment tu trouves le juste milieu avec les enfants par rapport à ça ? Puisque nous, à nos époques, on n'avais pas accès à ça. Donc, on n'a pas de référence, comme tu disais. Sûr. On peut pas s'appuyer sur j'ai eu ça quand j'étais petite, ça m'allait, donc je veux ça. Je vais revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as raison, il ne faut pas non plus complètement brider l'enfant ou dramatiser ce qu'il pourrait faire sur Internet, parce que d'abord on n'éduque pas les enfants par la peur, en leur disant qu'il n'y a que des dangers, que des pédocriminels ou que des contenus à caractère pornographique ou violent sur les écrans. Il y a aussi des choses merveilleuses, et d'ailleurs c'est pour ça au départ qu'Internet a été créé, c'était pour nous apporter de la connaissance, pour communiquer, pour faire en sorte que, que ça aide le monde à avancer, à évoluer, et je pense qu'il faut rester dans cette idée positive. C'est pour ça que je pense qu'il faut laisser une certaine marge de manœuvre à l'enfant. Il faut pouvoir lui laisser aussi faire ses propres expériences, peut-être dans un cadre protégé. J'ai parlé rapidement, et peut-être que je peux m'arrêter là-dessus, sur les logiciels de contrôle parental. C'est pas une solution magique, mais c'est quand même un bon outil, une bonne aide, je dirais, pour les parents, pour pouvoir garantir que l'enfant va utiliser l'écran dans de bonnes conditions. Le logiciel de contrôle parental, c'est un logiciel qui s'installe en général gratuitement. Il y en a des payants, mais on peut les installer gratuitement. Et qui permet à la fois de filtrer les contenus inadaptés pour les enfants. Donc on va pouvoir éviter que l'enfant soit face à des contenus à caractère sexuel ou violent, ce qui est déjà une grosse partie des problèmes qui sera évacuée. On va pouvoir limiter le temps d'écran aussi. On va pouvoir dire au logiciel, de telle heure à telle heure, je veux que mon enfant soit... Je peux autoriser mon enfant à se connecter, mais quand je ne suis pas là présent, il ne se connecte pas. Et parfois aussi, ça permet de géolocaliser l'enfant. Alors, par contre, cette troisième option, moi, je ne suis pas fan. Je trouve que il faut éduquer les enfants aussi avec une certaine liberté et leur faire confiance. Et la géolocalisation, surtout quand ils ne le savent pas, n'est pas la meilleure des choses. Mais en tout cas, je trouve que pour les deux premières options, donc le filtrage des contenus et le temps d'écran, ça permet quand même de limiter un petit peu les choses, et ça permet que le parent soit assez rassuré quand l'enfant va utiliser l'écran, et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça prend un petit peu de temps, il faut reconnaître, surtout quand on a plusieurs enfants, plusieurs outils, il faut à chaque fois réinstaller les choses, mais ça peut être déjà ce première chose à faire. C'est un pare-feu. Et alors ce qui est important de faire, parce que je suis sûr que tous les parents qui nous écoutent sont en train de se dire, oui, mais je sais très bien que ma fille s'est totalement enlevé ce pare-feu, s'est totalement craqué le code du logiciel de contrôle parental. À l'école, ils s'échangent les méthodes. Il est vrai qu'il existe des tutos sur YouTube expliqués par des enfants pour faire en sorte que... oui, ça existe. Et du coup, à quoi ça sert, puisque de toute façon, la barrière, elle est facilement contournable. Et c'est vrai, je ne peux pas nier que ça existe. Je pense que pour qu'on puisse considérer que le logiciel de contrôle parental est efficace, il faut là aussi le construire avec l'enfant. Lui expliquer d'abord que quand il est face à un écran, il va être lui-même confronté à des images qu'il n'aura pas forcément souhaitées, et qu'on sera d'accord, lui, nous, en tant qu'adultes, pour le protéger de ces images. Donc, on doit mettre ce logiciel, c'est pas selon la bonne volonté du parent ou parce que le parent l'exige, c'est nécessaire. Encore une fois, tu n'as pas 18 ans et donc tu ne peux pas regarder les mêmes choses qu'un majeur. Donc, on va mettre en place ce logiciel et on va le faire ensemble. On va comprendre comment fonctionne le logiciel, parce que le logiciel,
il a des fonctionnalités qui ne seront pas les mêmes quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et là, c'est important, et ça, c'est peut-être un travail, un petit effort à faire de la part des parents, c'est et c'est difficile quand on est parent, de regarder son enfant grandir. Et si l'enfant sait qu'à 8 ans, il va avoir un certain nombre d'interdits, on ne va pas regarder regarder les mêmes contenus que quand on aura 12 ans. Donc, ok, c'est d'accord, mais ça veut dire qu'à date anniversaire, quand il aura ses 9 ans, on va reprendre le logiciel, on va regarder les paramètres et on va peut-être débrider un petit peu ce logiciel pour se dire, il y a un an, tu étais encore un peu petit. Là, aujourd'hui, je peux t'autoriser à regarder un certain nombre de contenus, peut-être pas forcément violents, mais un peu plus faits pour ton âge. Et puis, quand il aura 12 ans, ce sera encore plus appuyé, etc. etc. Et je pense qu'en faisant ça, d'abord, on permet d'avoir des rendez-vous réguliers pour dire à l'enfant, t'as grandi, je peux te faire plus confiance, et je pense que ça participe à l'éducation et à la manière dont le jeune va se construire. Et puis, ça permet aux jeunes de se rendre compte que, que ce logiciel, il faut le respecter parce que c'est une barrière qui protège et pas une barrière qui empêche et qui interdit. Voilà, donc je pense que ça aide. Et puis, là aussi, je ne vais pas répéter, mais je pense que vraiment de considérer que le numérique doit être un sujet comme un autre dont on parle, dans lequel l'enfant va peut-être rencontrer... des choses qui vont le questionner, le percuter, le surprendre, et de pouvoir en parler, de pouvoir inviter parfois le parent à regarder avec lui une vidéo qui l'aura dérangé. Je pense que ça va... que ça va participer à ce juste équilibre. C'est un petit peu la même chose aussi, tu sais, la première fois quand tu accompagnes ton enfant à l'école, sur le chemin, le jour de la rentrée, tu vas lui faire toutes les recommandations. En général, les parents abreuvent les enfants de plein de conseils en disant, alors attention, dans la cour de récréation, tu te tiens bien, tu écoutes la maîtresse, tu ne te disputes pas, tu dis pas de gros mots, etc. etc. Et qu'est-ce qui se passe le premier jour? Tu lâches la main de ton enfant, tu croises les doigts en te disant j'espère qu'il a bien entendu et surtout retenu tout ce que je lui ai dit, et j'espère qu'à 10h et à 15h, deux moments de la récré de la journée, tout se passera bien. J'espère, j'imagine, de toute façon c'est pas possible, que tu ne vas pas derrière ton enfant tous les jours à 10h et à 15h pour vérifier que tes consignes ont bien été respectées, et que tu sais très bien que de temps en temps tes filles parfois ont peut-être un mot grossier, ou parfois se sont pas bien comportées, et c'est des enfants et c'est normal et c'est pas très grave. Mais d'abord, elles le font en conscience des règles que tu as posées préalablement. Donc je pense que quand elles disent un mot peut-être pas forcément très, très respectueux de l'autre, elles le font en conscience qu'elles dépassent la norme. Et ça, c'est déjà une chose importante, c'est que faire les choses mal, c'est une chose, mais faire les choses mal quand on sait qu'il y a une règle qui a été posée, on les fait pas de la même façon. Et puis, si on est toujours derrière eux en train de vérifier ce qu'ils font et de contrôler d'une certaine manière leur comportement, ça les rend pas, ça les fait pas grandir, ça va pas les rendre adultes, ça va pas faire des jeunes, je dirais, en confiance, parce qu'ils se diront, les cours de récréation, c'est des lieux de danger, c'est pour ça que les parents sont tout le temps là et qui nous surveillent en permanence. Et à la limite, j'ai pas besoin de penser, puisque de toute façon, il y a maman qui est derrière moi et elle va me suivre. Voilà, ça serait aberrant de le faire dans une cour de récré, c'est pas plus normal de le faire derrière un écran. Donc, il faut laisser une certaine liberté, poser du cadre, encore une fois, rappeler les règles, parce qu'on le sait, les enfants ont parfois tendance à oublier, et puis le travail de l'éducation, c'est de répéter. Et puis voilà, de faire évoluer les règles au fur et à mesure que l'enfant va grandir, en se disant que il a aussi plus de capacités avec le temps qui va se développer. Toi, malgré toutes les connaissances que tu as, le fait d'être dans l'association e-enfance et donc de voir la partie sombre quand même des réseaux sociaux, tu recommanderais quand même que les enfants aient accès à Internet, aux écrans, à 8-9 ans? Alors, moi, en tant que psychologue, en tant qu'adulte et en tant que directeur général adjoint de l'association e-enfance, je recommande de mettre un écran dans les mains des enfants le plus tardivement possible. Okay. Le plus tard possible. Alors, on a tendance déjà à dire, si on veut vraiment parler des âges, avant 3 ans, ça n'a absolument aucun intérêt. Pas d'écran avant 3 ans. Il y a de plus en plus de scientifiques qui se positionnent en disant que ça peut même être préjudiciable pour le développement de l'enfant. Donc avant 3 ans, pas d'écran. Au-delà de 3 ans,
Alors, je vais le dire avec un peu de nuance, parce que si je dis, voilà, moi je considérais qu'avant 13 ans, il ne faudrait pas qu'il y ait d'écran, parce que voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Les enfants, depuis la nuit des temps, ils apprennent à grandir en touchant les choses, en voyant un monde en 3 dimensions. L'écran, c'est de la 2 dimensions. On ne peut pas toucher, manipuler, expérimenter, donc ça limite. Et même si on peut apprendre des choses, on ne peut pas tout apprendre de ce qu'est la vie au travers d'un écran. Donc je pense que si on peut ralentir la demande, enfin, retarder plutôt le désir de l'enfant d'avoir un écran, c'est le mieux. Mais on sait aussi que quand on a un enfant insistant, voire plusieurs enfants qui demandent la même chose, à un moment on craque et c'est normal. Et je pense qu'on ne peut pas en vouloir à un parent de mettre de temps en temps, quand l'enfant est fatigué, quand il y a un long trajet à faire en train et qu'on se dit, bon, parce qu'il faut reconnaître quand même ce grand pouvoir de l'écran, c'est qu'il calme les enfants, en tout cas il les hypnotise, je devrais plutôt dire, hein. Il est très pratique. Il n'a pas de côté vraiment calmant, mais il a un côté très hypnotisant pour les enfants. Et c'est vrai que du coup, on peut passer le trajet en train très tranquille. Mais on entend parfois des parents qui nous disent oui, mais quand même, il y a 2 problèmes quand je dis ce que je viens de dire. C'est que d'abord, c'est une forme d'inégalité. Parce que tous les enfants aujourd'hui ont des écrans dans les mains, et si mon enfant n'a pas les écrans comme les autres, d'une certaine manière, je ne donne pas les mêmes chances à mon enfant que les autres. J'entends cet argument, et pour autant je pense qu'il est contestable et qu'on peut aider peut-être les parents et les enfants à compenser tout ça. D'abord, il faut, je pense, aider les enfants à réagir face à d'autres enfants qui diraient dans quel monde tu vis, t'as pas d'écran, mais je sais pas quel mot utilise aujourd'hui on aurait dit mais t'es has-been à mon époque, je sais pas ce que dire, on dit plus ça, mais voilà, on se comprend, c'est pas possible. Et je pense que l'aide qu'on doit apporter à l'enfant, c'est d'être capable d'expliquer que d'abord, il n'a pas d'écran, mais il reste heureux pour autant, qu'il a peut-être pas d'écran, mais qu'il fait d'autres activités, qu'il n'a pas d'écran, mais que ça ne l'empêche pas de se tenir informé de ce qui peut parfois se passer. Alors, il est certain qu'il n'aura peut-être pas en tête le dernier défi sur TikTok ou la dernière vidéo du chat qui fait rigoler la France entière, bien évidemment, mais pour autant, il aura peut-être d'autres occasions aussi d'apprendre les choses. Et je pense que c'est important d'équiper l'enfant d'un certain nombre d'arguments pour pouvoir faire en sorte que, ouais, j'ai pas d'écran, et voilà, et ça se passe bien, et tout est OK. Parce que, il faut que je sois honnête, on a parfois au 30-18 des situations de parents ou de jeunes qui nous sont remontés parce que les enfants sont harcelés parce qu'ils n'ont pas d'écran. Ils sont mis à l'écart et on va créer des groupes WhatsApp où on va se moquer d'eux. Je pense que si on est bien dans sa tête, bien dans sa famille, bien dans son éducation, je pense qu'on doit pouvoir aider l'enfant à dire voilà, moi ok, j'ai pas d'écran, mais voilà, je vis pour autant très bien et je trouve un équilibre. Et ça me paraît assez important. Donc, toi, tu recommanderais pas avant 13 ans en tout cas, d'avoir accès à des de écrans. retarder le plus tard possible. Et même si c'est 15 ans, tant mieux. Moi, j'entends parfois des familles qui disent moi, j'ai réussi à tenir jusqu'à la seconde. Ils en font presque une espèce de victoire, de fierté en se disant j'ai fait mieux que les autres. Et tant mieux. Et je parlais tout à l'heure d'inégalité parce que c'est aussi le deuxième argument. J'ai oublié de le dire. Il y a parfois des parents qui disent mais aujourd'hui, dans le monde moderne dans lequel on est, ne pas savoir se servir d'un écran, ça peut nuire à une intégration professionnelle plus tard, de ne pas savoir taper sur un clavier, ça peut... Bon. Moi, je ne crois pas à ça. Encore une fois, on l'a dit, c'est très intuitif d'utiliser un écran, un réseau social, un jeu vidéo, un logiciel, peu importe. Je pense qu'on peut récupérer très vite. On le voit, les personnes âgées, par exemple, aujourd'hui, qui n'ont pas eu, évidemment, les écrans dans leur enfance ou même à l'âge adulte, aujourd'hui, elles arrivent à s'en saisir. Elles ont peut-être besoin de temps en temps d'une aide, mais globalement, on peut se dire quand même que les personnes du 3e âge, comme on dit parfois, sont tout à fait capables de pouvoir envoyer des messages et elles sont aussi autonomes. Donc, pour moi, l'argument ne tient pas trop et on peut récupérer. Et puis, encore une fois, aussi... on parlait tout à l'heure du temps d'écran. Je ne sais pas quel est le bon temps d'écran. Moi, je parle souvent d'équilibre de vie. Ce qui est important, c'est de se dire de quoi mon enfant a besoin pour grandir. Mon enfant, mon adolescent. Les enfants, ils ont besoin, comme je disais, d'expérimenter, d'avoir des relations sociales, de ne rien faire. Ça, c'est un gros problème du numérique. C'est que ça va remplir l'enfant de plein de choses. Et du coup, il n'a pas de temps pour penser à lui, pour penser à ce qu'il a fait, à ce qu'il est, etc. Or, cette capacité de rêverie, elle est nécessaire pour le développement d'un enfant et d'un
d'un adolescent, voire même d'un adulte. Voire aussi des adultes. Exactement. On a besoin de temps. On a besoin de temps pour rien. Et c'est vrai que de pouvoir se dire, voilà, j'ai un temps sur les écrans, mais j'ai aussi plein d'autres choses à côté qui me permettent d'évoluer. Voilà, je pense que c'est important. À la différence de peut-être d'enfants qui vont dire, moi j'ai pas beaucoup de temps d'écran. Oui, bien sûr, mais tu n'as rien d'autre à côté. Et dans un développement d'enfant, je pense que il y a un certain nombre d'ingrédients. Moi, je fais toujours cette métaphore avec mes patients. Je dis toujours que le développement d'un enfant, c'est un peu comme de faire un gâteau au chocolat. Quand je dis ça, ils ne comprennent pas trop, mais quand tu veux faire un gâteau au chocolat, tu as un certain nombre de prérequis. Tu dois mettre du chocolat, de la farine, des œufs, du sucre, etc. Si tu n'as pas tous les ingrédients, ça ne fera pas un beau gâteau au chocolat. Et si tu as trop ou pas assez d'ingrédients, ça ne fera pas non plus un beau gâteau au chocolat. Et c'est un peu le même principe que pour un enfant. Si tu mets trop de numérique, ou pas assez de sport, ou pas assez de relations sociales, ou pas assez de sommeil, ou trop de... à la fin, ça fera, non pas un gâteau au chocolat, mais pas peut-être un adolescent bien construit, un adulte sur lequel on pourra aussi se positionner plus tard. Et je pense que ça, c'est peut-être une réflexion à avoir aussi avec les enfants, de leur permettre de comprendre qu'on a tous fait un gâteau au chocolat ou un gâteau au yaourt, et donc ils comprennent ce côté de mettre les choses en juste équilibre, et parfois il suffit une petite chose pour faire que ce déséquilibre soit là. Et donc de prendre une feuille de papier et se dire, voilà, dans une journée, il y a du temps d'écran, du temps de socialisation, du temps sportif, du temps de rien, et de vérifier que chaque ingrédient soit bien présent, et s'il en manque un, de se dire peut-être qu'il en manque un parce qu'il y a peut-être trop de temps d'écran. Et là, il y a trop de chocolat dans ton gâteau au chocolat, donc il ne va pas être bon. Donc il faut peut-être réduire la part de chocolat et mettre un petit peu plus de farine, et cette farine, ça correspond peut-être à des activités physiques, sportives, théâtrales, peu importe, mais en tout cas, c'est nécessaire pour toi. Donc là, c'était plus axé sur les enfants, les jeunes... Non, pas les jeunes enfants, justement. Enfants qui vont vers l'adolescence, à partir de 8 ans, parce qu'il y a aussi cette pression sociale dont tu parles. Moi, je vois ma fille qui m'en parle, qui me demande, alors qu'elle ne sait pas du tout ce que c'est, et que nous, on a vraiment verrouillé Internet, elle n'y a pas accès. Mais elle en entend parler, donc elle a envie. Et après, il y a quand même la réalité des adolescents qui, vers 13 ans, c'est 13 ans, puisqu'on peut s'inscrire sur une plateforme de réseaux sociaux à partir de 13 ans. Pour l'instant. Il y a une loi qui demande à être passée pour 16 ans. 15 ans. 15 ans. C'est en Australie où ils ont demandé 16 ans. En France, ce serait 15 ans. Là, qu'est-ce qui est hyper important pour un parent de savoir? Parce que là, on rentre dans une autre dimension. C'est-à-dire, c'est pas un pop-up d'une image violente ou pornographique, c'est des interactions sociales avec potentiellement des pédocriminels, c'est du harcèlement, comme tu disais. Là, comment on s'équipe? Quelle discussion on a avec notre enfant? Alors, c'est vrai que tu as raison, l'âge de l'adolescence, il signe souvent l'entrée dans les réseaux sociaux et dans une consommation d'écran qui est de plus en plus important. Souvent, c'est les ados qui vont venir vers les parents pour savoir s'ils peuvent s'inscrire. Je pense que d'abord, ce qui est important, c'est de demander à l'enfant, tu veux être sur un réseau social, mais tu vas y faire quoi? En fait, c'est quoi ton idée? À quoi ça va servir? Il y a plein de jeunes qui ont souvent envie de s'inscrire sur un réseau social, pas forcément pour produire du contenu, mais pour regarder ce que font les autres. Et déjà, rien que ça, c'est une information intéressante, parce que ça veut dire que c'est pas le même accompagnement pour un enfant que d'avoir un enfant qui va créer des contenus avec peut-être un regard de la part du parent sur ce qui va être créé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi là d'agir en transparence, d'être honnête et de dire à l'enfant, ok, moi je veux bien que tu t'inscrives sur TikTok ou sur n'importe quel autre, mais on est d'accord que c'est ton réseau social officiel et il n'y en a pas d'autre. Ou s'il y en a un autre, moi je veux être au courant. Ce qu'on remarque souvent au 30-18, quand les familles nous appellent ou les jeunes, c'est qu'ils ont un réseau social officiel pour les parents, dans lequel parfois les parents vont aller jeter un petit coup d'œil pour se dire tiens, comment ça se passe, et voilà, on ne s'inquiète pas parce que tout va bien. Et puis il y a souvent un réseau social parallèle dans lequel l'enfant va aller faire des choses un peu moins respectueuses des consignes des parents, se mettre parfois en danger, et c'est là où c'est problématique. Et je pense que c'est important pour l'enfant, encore une fois, de considérer que
que sur un écran, on doit faire les mêmes choses que dans la vie physique. La loi est la même. On est un internaute, mais on reste un citoyen français et on ne peut pas mettre en danger les autres ou se comporter d'une manière inadaptée. Donc voilà, le réseau social, quel que soit le nombre que tu auras de réseaux sociaux et quel que soit ce que tu y feras, je veux que tu respectes à la fois toi-même et les autres. Et si possible, je préférerais savoir sur lesquels tu vas être inscrit. Et puis ensuite, il va y avoir un travail pour laisser peut-être l'enfant montrer aux parents comment il va utiliser le réseau et c'est pendant cette période que le parent doit aider l'enfant à prendre les bonnes décisions, à apprendre à prendre les bonnes décisions, à résoudre un certain nombre de problématiques. Je vais prendre un exemple. Quand tu es sur WhatsApp, tu peux être sollicité par un inconnu qui va te demander d'être ami avec toi pour pouvoir communiquer avec toi. Bon. Alors souvent, c'est des numéros de téléphone qui s'échangent. Bon. Quand c'est un numéro de téléphone, on ne sait pas qui est derrière le numéro de téléphone. Donc la question, c'est si tu es sollicité, alors c'est sur WhatsApp ou sur un autre réseau social, peu importe, si tu es sollicité par quelqu'un que tu ne connais pas, qui te demande d'être ami avec toi sur Internet, quel est ton protocole de décision qui va te permettre de te dire oui ou non, cette personne va devenir un adulte. Ça, ce protocole dont je parle, on l'a dans la vie physique. C'est-à-dire que si je me balade dans la rue, là, que quelqu'un m'interpelle, j'ai dans ma tête, de manière inconsciente, une petite logique qui va se mettre en route où je vais me dire, tiens, est-ce que cette personne, j'ai envie de lui parler? Est-ce qu'elle me paraît sympathique? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce que j'ai envie de davantage parler avec cette personne? Est-ce que ça pourrait devenir un ami, etc., etc. Bon. Alors, dans la rue, c'est peut-être pas le cas, mais dans une soirée, par exemple, on peut... voilà. Et on va se donner un certain nombre de critères, ouais. Voilà, exactement, pour se dire, bah oui, ça peut marcher ou pas. Sur Internet, c'est assez étonnant de voir qu'à partir du moment où un enfant est sollicité par un adulte ou par n'importe quel inconnu, l'enfant va cliquer « oui, je veux que tu sois mon ami », sans vérifier quelle est véritablement l'intention de cet ami, quel est son âge peut-être, et pourquoi cette demande d'amitié est faite. Et souvent, on est parfois... devant des jeunes qui ont une audience très forte, qui ont beaucoup d'amis, et c'est ce qu'ils recherchent. Les enfants, ils ont envie d'avoir plein d'amis sur Internet, mais ils ne se rendent pas compte que derrière un écran, il peut y avoir aussi quelqu'un qui a 4 fois l'âge qu'il avait annoncé spontanément, que ça se dit être une fille et c'est un garçon. Enfin voilà, la pédocriminalité en France, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas alarmer, mais il faut quand même dire aussi la réalité des choses. On a un problème en France, et les enfants sont, à mon sens, pas tous suffisamment protégés vis-à-vis de ces comportements pédocriminels. Juste avant qu'on commence l'interview, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée, et je le sais, mais que tu le dis, c'est encore plus appuyé. Tu as dit, quand il y a des enfants, il y a des pédocriminels. Oui, bah oui. C'est d'une logique implacable, puisque les pédocriminels sont attirés par les enfants, donc là où il y en a, ça attire des pédocriminels. Donc il faut être réaliste, il y en a dans les jeux vidéo. Ça, on doit en parler avec les enfants. Oui, bien sûr, oui. Il faut dire les choses parce que sinon, c'est pas les protéger. Et dire cela, on peut le dire sans inquiéter les enfants, de dire, voilà, il y a parfois des adultes qui ont besoin d'aide, il y a des gens qui ne vont pas bien dans leur tête, il y a des gens qui ne se comportent pas correctement, qui ne respectent pas la loi. Alors certains volent, certains sont violents, et il y en a certains aussi qui font des choses avec les enfants qu'ils n'ont pas le droit de faire. Quand on est un adulte, on n'a pas le droit de toucher les enfants quand ce ne sont pas nos propres enfants. Ça veut dire que les parents ont le droit de toucher les enfants pour, alors j'entends, pour faire la toilette, pour apporter des soins, etc. Des câlins, mais des choses, et pas incestueux, bien évidemment. Donc, quand on est un adulte, on n'a pas le droit de te toucher. Donc, le coach sportif qui va dans les vestiaires te toucher, ça, c'est pas possible. La maîtresse ou le maître qui te fait des choses que tu n'apprécies pas, qui te dérangent, qui te mettent mal à l'aise, tu dois me le dire, ça n'est pas possible. Et parfois sur Internet aussi, il peut y avoir des gens qui vont te demander des choses un peu étranges. Alors ces choses un peu étranges, ça peut être, est-ce que tu veux bien parler avec moi? Et puis on va parler de sexualité. Ça peut être excitant pour un pédocriminel d'entendre un enfant parler de pénis, de vagin, de pénétration, etc. Ça peut être aussi des pédocriminels qui vont demander des photos à caractère sexuel de l'enfant. Ça peut être aussi, alors, pardon, c'est un peu trash, mais il faut dire les choses, des adultes qui vont demander des vidéos à caractère sexuel d'un grand frère qui aura un rapport avec un plus petit frère. Alors ça peut être des
tout petits enfants, hein, ça peut être des enfants de 5-6 ans à qui on va demander de faire des choses sexuelles à leurs plus jeunes frères et sœurs devant un téléphone, et le pédocriminel va recevoir cette vidéo. C'est tout à son bénéfice, hein. Il va demander à l'enfant une vidéo qui va être autoproduite par l'enfant, donc c'est très facile à faire pour le pédocriminel, il n'y a pas d'effort à faire quasiment. Il va proposer éventuellement à l'enfant de lui mettre quelques crédits dans son jeu vidéo pour le faire avancer plus rapidement, et en fait c'est la monnaie d'échange, hein, comme ça on peut facilement avoir la vidéo. Et puis tout ça se fait sans que les parents soient au courant, parce que souvent on va jouer aux jeux vidéo dans sa chambre sans que les parents soient là, et c'est là où malheureusement est le risque. Bref, je digresse un peu, mais pour moi, c'est important de parler de ça parce que c'est, à mon sens, un des sujets qui n'est pas suffisamment abordé, tout comme la pornographie n'est pas suffisamment abordée, notamment dès le plus jeune âge. Et donc, pour revenir sur la question de départ, sur les adolescents, de pouvoir leur dire, voilà, il y a un certain nombre de problématiques auxquelles on peut être confronté quand on est devant un écran. Si tu es face à quelqu'un qui te demande un ami, qu'est-ce que tu fais ? Si tu es sur ton réseau social et que quelqu'un t'envoie des messages haineux, se moque de toi, comment tu réagis ? S'il insiste, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu sais aller chercher de l'aide là où tu en auras besoin ? Est-ce que tu sais ce que c'est que le 3018, par exemple, qui est le numéro national pour t'aider justement en cas de violence numérique et de harcèlement ? Si tu devais les appeler, le 3018, est-ce que tu saurais quoi leur dire ? Est-ce que tu serais capable de venir me chercher pour pouvoir me dire, tiens, là, il y a un problème ? Voilà. Et donc, toutes ces situations, je pense qu'il faut les imaginer avec l'enfant sans non plus en faire des dizaines et des dizaines, parce qu'encore une fois, il ne faut pas apeurer, mais quand même de se dire voilà, à quoi il pourrait être confronté. Il peut être confronté à ça, et est-ce qu'il est capable à la fois d'analyser la situation, de se rendre compte que ce qu'il est en train de vivre n'est pas normal. Trop d'enfants s'habituent au cyberharcèlement, par exemple. Trop d'enfants acceptent que se faire insulter, c'est normal sur Internet. Ça n'est pas normal sur Internet. Ça n'est pas normal de se faire insulter sur un terrain de foot, dans la rue, à l'école. Et sur un écran, c'est pas normal non plus. Donc si tu reçois des messages agressifs, à un moment il faut prendre un peu de recul et te dire ah non mais ça commence à me saouler, je vais encore utiliser des vieux termes d'adultes, mais ça n'est pas acceptable, et de pouvoir prendre un petit peu de recul, ça permet d'aider. D'ailleurs, je peux peut-être proposer un petit outil pour permettre aux parents d'aider leurs enfants à comprendre ça. Le 3018 a une application qui est très plébiscitée par les adolescents, c'est gratuit, on va sur les stores et on peut télécharger l'application 3018, et dans cette application, il y a un quiz qui s'appelle « Suis-je harcelé ?» Alors c'est vrai que la question elle peut paraître étonnante, parce que nous adultes, si on est harcelé au travail par exemple, on sait qu'on est harcelé ou on ne sait pas. Et voilà, et déjà ça peut être parfois un peu subtil. Et pour les enfants c'est encore pire, et moi je suis parfois atterré d'entendre des enfants supporter des choses que n'importe quel adulte ne supporterait pas 3 jours, et eux ils le supportent parfois pendant des semaines, voire des mois ou des années. Ce petit quiz il se fait en 10 minutes, et en fait c'est un certain nombre de questions du quotidien d'un enfant. Quand tu es dans le bus scolaire par exemple, est-ce que tu es embêté? Quand tu es à la cantine, est-ce qu'on te jette des aliments, etc., etc. Quand tu es sur Internet, est-ce qu'on diffuse des images ou des informations te concernant sans ton consentement? Et à la fin, il y a une espèce de petit diagnostic de où est-ce que tu en es par rapport au harcèlement en tant que victime potentielle. Et il y a 3 couleurs, vert, orange, rouge. Si tu es dans le vert, tout va bien. Orange, attention, il y a peut-être des choses auxquelles tu dois peut-être faire plus attention. Protège-toi. Et dans le rouge, il faut agir. Là, ce que tu es en train de vivre, c'est pas des railleries entre enfants, c'est un délit. Le harcèlement, c'est un délit. Ça peut être grave, c'est puni par la loi, et il faut réagir. Et ce petit questionnaire, il est très utilisé par les jeunes, et souvent il sert aussi d'outil de médiation entre les parents et les enfants, parce que les enfants vont aller montrer le résultat et dire en fait je suis dans le rouge, je pensais pas que j'étais dans le rouge, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir m'aider. Et je pense que ça peut être intéressant du coup de pouvoir réagir en tant que parent. Voilà, donc pour moi c'est ça les choses importantes. J'oublie pas les jeux vidéo aussi, on n'en parle pas beaucoup pour l'instant, mais on parle beaucoup des réseaux sociaux, et c'est normal parce que les enfants sont beaucoup dessus. Les jeux vidéo, aujourd'hui, il faut avoir conscience que
c'est presque des réseaux sociaux. Alors bien sûr, c'est à des fins de divertissement, mais quand vous êtes sur un réseau social, vous allez jouer avec peut-être quelqu'un qui est à 10 000 km de chez vous, peut-être au bout de la rue, on ne sait rien, avec lequel vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir communiquer, échanger des contenus, des photos, des vidéos. Et donc, on fait quasiment la même chose que sur un réseau social. Et donc, de pouvoir aussi interpeller le jeune en disant attention, sur ton jeu vidéo, il peut y avoir aussi des pédocriminels, des gens mal intentionnés, des gens qui te portent préjudice, et il faut réagir de la même manière, savoir dire stop, savoir écouter son corps, ses émotions, pouvoir entendre que voilà, il y a un truc qui me met mal à l'aise, et ça doit être des alertes que l'enfant doit écouter pour dire à un moment stop, j'arrête et je vais chercher de l'aide. Est-ce que tu as été surpris, je pense pas, mais de voir que la série Adolescence sur Netflix a eu autant de succès? Alors, je dirais même qu'elle a eu énormément de succès puisque c'est la série qui a été le plus vue mondialement sur cette plateforme dans les 6 premiers mois de l'année 2025 et qui parle de ces sujets-là, de la vie en ligne des adolescents, des parents qui sont complètement à la ramasse, il faut être honnête, face à ça. Ça parle aussi des contenus violents, de la problématique de la masculinité toxique et de la violence des hommes envers les femmes. Ça t'a surpris ou ça t'a fait du bien de voir qu'on s'empare de ces sujets-là de manière culturelle et dans la population globale? Alors, j'ai pas été surpris parce que j'ai trouvé que c'était une excellente série. J'ai moi-même été passionné de la regarder. Je l'ai trouvée extrêmement bien faite par le plan séquence, etc. Techniquement, il y a plein de choses. Et puis par les messages aussi. Et je dirais la prise de conscience que cette série a permis de déclencher chez les adultes, chez les professionnels. Moi, la lecture que j'en ai eue, j'ai pas trop vu les messages masculinistes, etc., même si je peux entendre ce qu'on dit, mais pour moi, c'était pas ça le cœur de la série. Moi, ce que j'y ai vu, c'est 2 choses. D'abord, ce que tu as dit, c'est les adultes sont à la ramasse. Je trouve que la scène qui m'a le plus marqué, c'est quand le policier parle avec son fils et qu'on lui fait une traduction des smileys et qu'il comprend pas du tout. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de 2 mondes, et on a l'impression que l'adolescent ne comprend pas ce que l'adulte ne comprend pas, et réciproquement. Et je trouve que c'est vraiment pour moi le résumé de cette série, c'est que on ne communique pas suffisamment, et du coup on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne s'y intéresse pas, et ça montre bien que on peut être un parent formidable. Enfin voilà, c'est aussi ça la force de cette série, c'est de montrer que dans des familles qui paraissent voilà bien sous tout rapport, il peut y avoir aussi des drames qui se passent de cette façon-là, et c'est pas le problème d'être un bon parent ou d'être un mauvais parent, c'est le problème de pas s'intéresser suffisamment à ce que font les jeunes sur les écrans, et ça c'est un problème. Et je dirais que le deuxième message aussi me semble avoir été le problème de la frustration. Parce que moi, je pense que ce garçon, je ne vais pas révéler tout dans la série, mais le problème de ce garçon, c'est la gestion de la frustration. Alors, on peut effectivement parler de messages masculinistes, etc., mais ce garçon a été face à une frustration qu'il n'a pas réussi à gérer. Et je crois que c'est aussi un mal de notre société aujourd'hui, c'est de ne pas réussir à pouvoir faire en sorte que les jeunes soient éduqués au conflit. Alors pas le conflit au sens je vais me disputer, mais que quand on n'est pas d'accord les uns avec les autres, on peut peut-être en faire quelque chose qui fasse qu'au final, on arrive à être d'accord. Alors, c'est peut-être plein de bonnes intentions et peut-être un peu optimiste ce que je dis là, mais on n'explique pas aux enfants comment résoudre ces problématiques internes de quand il y a quelque chose qui te met en colère, comment tu vas diffuser cette colère autrement que qu'en attaquant l'autre, qu'en envoyant des messages haineux sur Internet. Et je pense que la question de l'émotion et de cette frustration, quand on est sur Internet, elle est extrêmement présente. Si on n'apprend pas aux enfants que quand on n'est pas content, si on n'apprend pas que quand on n'est pas content, on ne doit pas envoyer des messages à caractère haineux sur un camarade, et que la haine n'est pas un médicament pour aller mieux, que c'est pas parce que tu vas te répandre en injures sur ton réseau que tu vas te sentir mieux. Si on ne le dit pas aux jeunes, ou si on lui permet pas de trouver d'autres alternatives que les messages haineux, il va utiliser les écrans à des fins de libération de cette émotion négative. Si on n'explique pas aux enfants que face à du dégoût, il y a peut-être quelque chose à faire aussi, et qu'on peut réagir autrement que de la façon dont ils le font parfois, je pense que c'est pas aidant. Et voilà. Et donc pour moi, cette série, elle
elle dit ça aussi, qu'on a un travail à faire sur comment est-ce qu'on gère nos émotions, comment est-ce qu'on parle de nos émotions. Moi, j'entends souvent parler, des patients me dire est-ce que vous pouvez m'aider à éviter cette émotion négative? J'ai eu un deuil, je voudrais éviter cette émotion. Ben non, au contraire, on va la traverser joyeusement, on va venir l'accueillir, cette émotion, on va en faire quelque chose, parce que d'abord les émotions font partie de la vie, et que les contourner, c'est s'épargner une partie de la vie, et ça peut être aussi des messages qu'on peut entendre. Donc tout ça me semble être développé dans la série, et je pense que c'est une série intéressante parce que elle provoque aussi d'abord le questionnement chez les adultes, et je pense qu'elle peut être aussi un bon support d'échange entre parents et enfants. C'est un bon support de médiation, et de le regarder en famille, puis de débriefer chacun des épisodes, parce que chacun des 4 dit quelque chose de différent. Je pense que ça peut être aussi un bon outil de prévention entre enfants et adultes. Est-ce que je peux rajouter quelque chose du point de vue, moi, de femme? Je pense sûr. qu'il y a un gros souci de masculinisme dans cette série, notamment parce que le père ne sait pas gérer ses émotions. Il est violent. On peut dire ce qu'on veut, mais il est violent dans cette série, même si on a l'impression que c'est un père aimant et gentil et présent. Lui ne sait pas gérer sa frustration, le père, donc il a modélisé ça à son fils. Toutes les femmes autour de lui dans cette série marchent sur des œufs pour gérer sa violence à lui. Et cette scène qui est très parlante à la prison entre la psychologue et l'adolescent. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas vu cette série, mais elle est vraiment symptomatique parce qu'elle est très très bien faite. On voit la domination masculine de ce jeune homme qu'on peut voir parfois comme un bébé, parce que parfois il est fait enfant, et parfois comme un adulte qui voudrait dominer ce rapport homme-femme qui est très présent. C'est pour ça que je te dis que pour moi, il y a ces contenus-là, parce que ça vient forcément de contenus qu'il aurait vu en ligne, de comment un homme se comporte, tu vois, avec une femme. Moi, je le vois peut-être avec mes yeux aussi de psychologue, je vois un jeune apeuré, en fait. Je vois un peur. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Un jeune, mais mort sa de façon trouille. de traduire la peur et la domination. Peut-être. Et oui. Et je pense que mais ça rejoint peut-être les émotions, de se dire quand on a peur, quand on a un sentiment de peur, comment on peut le gérer. La domination d'un homme vers une femme n'est pas la bonne façon de faire, et c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Donc il y a des moi, messages intéressants. Moi, j'ai cette lecture-là, tu vois, dans cette j'entends, série. Mais encore une fois, je l'entends. Pour moi, c'était pas le message principal que j'avais retenu de cette série, parce que je pense qu'il y avait... Il y en a beaucoup des messages. Mais voilà, il y a plein de choses. mais j'entends parfaitement qu'on puisse aussi avoir cette lecture. Et je pense que cette série est le fait qu'elle ait une aussi large audience, parce que là, on parle vraiment de centaines de millions de gens qui ont regardé. Donc, elle a parlé à tout le monde, en fait. Et elle a permis, je pense, d'avoir une prise de conscience très forte en 2025 sur les enjeux que toi, tu vois au quotidien, mais que nous, si on est dans notre monde, on ne comprend pas. Et qu'il y a eu, moi, personnellement, alors je me sens un peu jeune, mais j'ai découvert ce langage sur les réseaux sociaux. Tu vois, en fonction de l'émoji que tu mets, ça veut dire certaines choses. Et comment les jeunes l'utilisent au détriment de la santé mentale d'autres jeunes, d'ailleurs. Tous ces mécanismes-là, on se doute qu'ils existent. Mais là, je trouve, avec cette série, on y fait face. Absolument. Avec une issue dramatique, puisqu'on le sait, ce jeune adolescent a tué une autre jeune adolescente. Et je pense que on est dans une année, j'ai la sensation, où on est en train de braquer la lumière sur cette problématique du monde en ligne. Oui. Et que c'est l'occasion d'en parler. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que on le sent très fort, nous, dans nos activités. On est très sollicité à l'association e-enfance par les personnalités politiques, par le monde des médias, par les familles elles-mêmes, par les jeunes, pour se dire que voilà, ce qu'on ressent depuis des années, c'est présent vraiment, qu'on en est tous conscients, que y a des choses à faire, avec, je trouve, un message global qui est: on sait qu'il y a des problèmes, on sait. Il n'y a plus besoin d'expliquer aujourd'hui dans nos messages de prévention ce que c'est que le cyberharcèlement, les fuites de données personnelles, etc. Globalement, la population française, elle est assez mûre pour se dire que quand on donne un écran à un enfant, oui, il y a des risques. Les risques, on les connaît. La question maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est les enjeux des années futures, c'est qu'est-ce qu'on fait ?
comment on se débrouille de ça, quels sont les outils qu'on doit utiliser pour faire davantage de prévention, pour accompagner les jeunes, pour leur permettre d'avoir un usage numérique qui soit bienveillant pour eux et pour les autres. Et là, les adultes attendent des outils, des choses concrètes. C'est pas uniquement de la définition, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut monter en puissance les enfants pour qu'ils soient plus capables de se défendre. Pour ça, je parle beaucoup du 30-18, qui peut être un relais pour les parents s'ils ont besoin de trouver des questions. L'avantage du 30-18, c'est qu'on va répondre à des questions de parents et on va essayer d'adapter notre réponse spécifiquement à chacune des familles qui va nous appeler. C'est pas une réponse globale. On va essayer de comprendre comment fonctionne la famille, qui est l'enfant dont il est question, etc. Et ça permet de repartir avec des bonnes réponses. On va donner des outils. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Internet sous un angle peut-être un peu dangereux, mais sur des sites tels que jeprotègemonenfant.gouv.fr, sur des sites du gouvernement, sur des sites de France Télévisions, on peut trouver des vidéos formidables qui peuvent être mises dans les mains des enfants, qui peuvent servir de support de médiation. La vidéo est très intéressante pour pouvoir provoquer quelque chose. Vous avez Réseau Tuto, par exemple, sur Lumni, qui peut être vu par les jeunes et qui va apprendre à justement faire face à tous les dangers qu'on peut rencontrer sur Internet. On peut laisser des jeunes, alors plutôt fin collège, je dirais, regarder cette série et vraiment, elle apprend plein de choses et on parle concret. On se dit les choses, et on aborde plein de sujets. Et je pense que c'est une bonne manière aussi de protéger l'enfant, de lui apporter des contenus qui lui permettent de trouver aussi les bonnes informations et de ne pas devoir en passer par son expérience pour se dire qu'effectivement, sur Internet, il peut y avoir des dangers. Vaut mieux prévenir. Exactement. Oui. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de tout, non. Mais moi je me dis on pourrait refaire un épisode parce que je pense qu'il y a d'autres choses à voir, et notamment tu disais il y a les jeux vidéo, il y a l'IA qui aujourd'hui va devenir quelque chose de particulier. Il y a aussi les plateformes, et ça on n'en a pas parlé, c'est pour ça que je pense qu'on refera un épisode, qui sont en train de mettre des choses en place parce que elles ont la pression aussi, parce qu'elles ont réalisé qu'il y avait des problématiques, et c'est important aussi pour les parents de ne pas se sentir seuls, parce que c'est pas une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective, et ça bouge. Donc je pense qu'on pourra faire un deuxième volet avec tout ce dont on n'a pas parlé. Merci beaucoup Samuel. Merci à toi. Merci.